Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Élodie est de plus en plus stressée au travail. Parfois, les montées d'angoisse se transforment en crise qu'elle ne parvient plus vraiment à gérer. Comment l'aider à surmonter ce problème ? Réponse de Marielle Dumortier, médecin du travail et autrice de l'ouvrage « Le monde du travail est devenu fou ». Ça peut se manifester par plein de facteurs physiques très très différents. On peut avoir une boule dans la gorge, on peut avoir très mal à l'estomac, on peut avoir des douleurs abdominales, des coliques, on peut avoir des poussées de boutons, d'eczéma, de psoriasis, on peut avoir des douleurs articulaires, des troubles musculo-squelettiques. Vraiment, à chaque manifestation un peu bizarre du corps, on peut vraiment la relier à une situation de stress et d'angoisse. En général, quand on est angoissé au travail, d'où est-ce que ça vient ? Il n'y a pas une cause unique, bien évidemment, dans toutes ces histoires-là. Être en souffrance au travail, être angoissé au travail, c'est la rencontre à un moment donné d'un travail qui est à un moment donné de son histoire avec un salarié qui est lui-même à un moment donné de son histoire. Ce qui explique que tous les salariés ne tombent pas malades au même moment des mêmes causes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'un salarié parfois supporte des années des conditions de travail très délétères et brutalement tombe malade. Est-ce que c'est forcément synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out ? Pas du tout. Pas du tout. Le burn-out, c'est une des manifestations du stress chronique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Le stress chronique peut se manifester par un infarctus du myocarde. 50% des infarctus n'ont d'autre étiologie que le stress. Ça pourrait être des manifestations d'hypertension artérielle, ça pourrait être des manifestations de dépression, ça pourra être des manifestations de douleurs diverses et variées, telles que des colites, telles que des lombalgies, des tendinites, des troubles musculo-squelettiques. Ça pourrait être aussi des difficultés gynécologiques, par exemple des jeunes femmes qui auront du mal à tomber enceinte. Ça pourra être vraiment beaucoup de choses et ça pourra être aussi un burn-out. Être en difficulté dans son travail, être en souffrance au travail, ne veut pas forcément dire non plus en tomber malade. Et parfois, être angoissé, avoir des peurs, quand elles restent gérables, on n'en tombe pas malade. Le burn-out, comment on le définit ? Le burn-out, c'est très spécifique. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel. Une fatigue qu'on ne récupère pas, même après des vacances, même après un arrêt de travail, parfois très long. Les salariés reviennent au travail et sont à nouveau très fatigués. Contrairement à la fatigue de la dépression, la fatigue, elle est dans tous les aspects de la vie du salarié. Dans le burn-out, ça serait une fatigue qui est uniquement professionnelle, c'est-à-dire que les gens seront fatigués de leur travail, mais pourront tout à fait continuer à rester des grands sportifs, à continuer à faire le marathon ou je ne sais quoi. C'est vraiment des choses très différentes. Deuxième point, ça sera une espèce de cynisme, de déshumanisation. Ça sera un salarié qui nous dira ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi, finalement je m'en fiche. Et puis qui me licencie. Et puis finalement tout ça n'a plus aucun aspect d'importance. Voilà. Tous ces petits signes de cynisme sont pour nous des signaux à prendre en considération parce que ça, on peut être sur le chemin d'un vrai burn-out. Et puis après, c'est des syndromes de la dépression. Alors, le burn-out, ça se soigne par une mise à distance, évidemment, de ce qui peut faire difficulté. Mais c'est aussi et surtout travailler la relation que le salarié a au travail. Les gens qui font des burn-out, ce sont des gens qui sont très investis dans leur travail. Et donc, c'est essayer avec eux de les mettre à distance de ce qui les a rendus malades, pour pouvoir un jour reprendre le travail, pas forcément leur travail, mais en tout cas le travail. Un arrêt de travail, parfois très long, mais s'il est seul, n'est pas une solution. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle un temps mort, c'est-à-dire que rien ne se passe. Le salarié, certes, il va beaucoup mieux parce que il est au repos, mais dès qu'il revient au travail, eh bien, à nouveau, il y a des manifestations, et donc, faut vraiment prendre en charge le salarié, et parfois très longtemps. Est-ce qu'il y a un moyen simple de gérer des montées d'angoisse, des crises d'angoisse au travail ? Moyen simple, non, chacun a un peu sa technique.
Moi, je pense que c'est plus parlant de parler de stress finalement que d'angoisse. Hein. C'est beaucoup plus généraliste. Hein. Et on a chacun nos techniques. Hein. Certains salariés vont aller faire du sport, d'autres iront boire un café, d'autres voilà. Mais de toute façon, le salarié est victime du stress au travail. Il n'est pas responsable. Hein. Et apprendre à gérer son stress n'est pas une solution. Ça peut être une solution très ponctuelle, mais il faut surtout que les employeurs fassent en sorte que les salariés ne soient pas stressés. C'est-à-dire qu'en fait, dire aux salariés, va apprendre à gérer ton stress, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Hein. L'organisation du travail doit faire en sorte que chacun d'entre nous ait un travail qui ne nous rende pas malade et qui ne nous stresse pas. Et quand ça passe pas, justement, vers qui on se tourne? Qu'est-ce qu'on fait quand... Alors bien sûr, on va voir son médecin du travail, hein, qui est vraiment le seul médecin qui puisse faire le lien entre la santé et le travail. C'est vraiment ça, sa spécificité. Et donc lui pourra vous diriger vers des consultations spécialisées. Alors il en existe plusieurs en France, hein. Il y a des consultations de pathologie professionnelle et il y a aussi des psychologues du travail en ville maintenant qui font ce travail. Et c'est un travail très spécifique justement où on fait avec le salarié une analyse du travail réel pour lui faire comprendre qu'est-ce qui peut faire résonance avec ses propres problématiques. On essaie vraiment de décortiquer avec lui le travail réel, c'est-à-dire qu'on essaie qu'il se mette en scène en fait. Hein. On va vraiment dans les détails les plus précis, les plus petits de son activité professionnelle, pour que le salarié finalement soit un petit peu comme au théâtre, qu'il se revoie travailler et qu'il comprenne pourquoi à un moment il en est tombé malade, comment il aurait pu faire pour ne pas en tomber malade, à quel moment il aurait dû dire non. Et quand on gère une équipe, quand on est manager et qu'on repère qu'un collaborateur, qu'un salarié est en souffrance au travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier point, les managers sont les premières victimes des histoires de souffrance au travail. C'est eux majoritairement qui viennent nous consulter en souffrance au travail. Donc ça, c'est vraiment une profession qui est vraiment très malmenée en ce moment. Deuxièmement, quand un manager repère un salarié qui est en difficulté, je crois que vraiment il doit l'aider à sortir de son isolement. Un salarié qui est en souffrance au travail doit pouvoir en parler. Ou il peut en parler à son manager, mais parfois le manager est lui-même responsable de tout ça. En tout cas, c'est un maillon de l'organisation du travail. Et parfois, il n'est pas capable d'entendre cette parole, ou alors le salarié ne veut pas la parler avec lui. Donc, auquel cas, il faut vraiment que le manager arrive à diriger le salarié vers quelqu'un qui pourra le prendre en charge. Ça pourra être les RH, ça pourrait être le service de santé au travail, ça pourrait être parfois l'assistante sociale, parfois ce sera un collègue de travail quand on a repéré qu'il y a des liens avec un autre camarade. Est-ce que le télétravail est un facteur aggravant de la souffrance au travail? Le télétravail, c'est quelque chose d'un petit peu complexe pour les salariés. Un certain nombre en sont vraiment très 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 satisfaits parce qu'ils travaillent au calme, parce que ça leur enlève beaucoup d'heures de transport, notamment en région parisienne où le temps de transport est quand même très impactant dans la vie privée. D'autres, au contraire, sont très angoissés finalement par le perte du collectif. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus leurs collègues de travail, il n'y a plus les liens, il n'y a plus les solidarités. Et ça, pour tout à chacun, c'est vraiment très très pénalisant. D'autre part, beaucoup de salariés aussi nous disent être en surcharge de travail. C'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce d'injonction paradoxale, alors où ils se mettent la pression eux-mêmes, ou parfois c'est les managers qui leur mettent, c'est-à-dire à se connecter vraiment beaucoup de temps, à être constamment connecté, mélange vie privée et vie professionnelle. Et ça, évidemment, c'est impactant en termes de santé. En tout cas, je crois que le télétravail, il a été imposé à marche forcée, hein, il y a un an maintenant, mais qu'on ne pourra pas faire marche arrière parce que il y a quand même un certain nombre de salariés qui en sont très contents. Mais je crois qu'il ne faut, à mon avis, pas que les entreprises envisagent un télétravail unique parce que là, c'est trop impactant en termes de collectif de travail. Et la surveillance au télétravail, la surveillance numérique, est-ce que ça peut être facteur d'angoisse pour certaines personnes? Est-ce que vous l'avez constaté? Bien sûr. La surveillance numérique, finalement, elle est possible maintenant dans tous les métiers. Et c'est ce que nous, on pense être quand même une des causes des montées de cas de souffrance au travail. Que les caissières aussi sont surveillées par un ordinateur. Hein. On sait très bien combien d'articles elles passent à la minute, par exemple. Donc évidemment qu'il y a une demande d'aller toujours plus vite, d'en faire toujours plus. Tous les métiers sont comme ça, pris dans cette espèce de reporting incessant de l'activité.
Les salariés se sont obligés de se connecter à 8 heures et de se débrancher, enfin, respectant bien la plage horaire. Parfois, quand il a dépassé, c'est pas grave, mais quand c'est beaucoup plus court, voilà, ils se sentent en difficulté. Et donc là aussi, il y a une espèce de changement des règles de métier. Autrefois, un cadre, il était sur le terrain, dans l'usine, en train d'aider les salariés à améliorer leurs conditions de travail, les process de travail et tout ça. Maintenant, c'est plus ça qu'on lui demande. Maintenant, c'est du reporting incessant, quoi. Quelles sont les causes, selon vous, de l'épuisement professionnel ? Chaque salarié subit une intensification de son travail et une densification, voire une complexification. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on en fait beaucoup plus qu'avant. Et en plus, très souvent, on fait des tâches pour lesquelles, autrefois, c'était un autre salarié qui le faisait. C'est-à-dire que le salarié est parti pour des tas de raisons et finalement, on lui donne ces tâches sans formation, sans explication. Et donc, on fait des tâches complexes, sans apprentissage. Et là, évidemment qu'on s'y épuise. Vous savez, bon nombre de salariés, et ça vraiment, quel que soit le niveau et le secteur d'activité, à chacun d'entre nous, on demande d'être des athlètes de haut niveau chaque jour. On doit toujours être ultra performant, parce que l'entreprise, elle supporte pas une défaillance. Simplement, contrairement à un athlète de haut niveau, contrairement à un marathonien, ou contrairement à un cycliste qui fait le Tour de France, il n'y a pas de ligne d'arrivée pour le salarié. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de clap de fin. C'est tous les jours. Et c'est comme ça qu'on s'y épuise. Et c'est comme ça qu'on voit, nous, médecins du travail, apparaître beaucoup de pathologies de surcharge. Troubles musculo-squelettiques, burn-out, lombalgie et tant d'autres. C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.